Elles sont manipulatrices, vous dénigrent continuellement, font usage de violences physiques et ou psychologiques ou ne jouent pas tout simplement le rôle de parents. Elles sont toxiques pour leurs enfants, tout simplement. Alors comment faire pour surmonter ces épreuves? Comment sortir de l'emprise d'une mère toxique? On va en parler aujourd'hui dans le détail, dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour, bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne, votre rendez-vous 100% féminin et 100% en franc-parler. Coucou les filles, ça va? Ça va et toi? Ça va? En forme? Ça va. Ouais? Très bien. Très bien. Un sourire un peu, comment dire, je sais pas, malicieux. Ouais, un peu. Tu penses à quelque chose? Oui, il y a quelque chose de À quelque bien chose pour moi. Ah ça, nous on veut savoir. C'est secret, c'est secret. Secret. Bon les filles, aujourd'hui on parle de mères toxiques. On aurait pu parler de parents toxiques, mais on se focalise un petit peu sur les mamans en particulier parce que, on le sait, la mère a un rôle particulièrement important pour les enfants, qu'elle éduque en grande partie, peut-être par rapport au père. Est-ce que vous avez, comment dire, peut-être pas vécu une situation de toxique vis-à-vis de votre mère, mais est-ce que vous avez entendu parler, ou peut-être dans votre entourage, de personnes qui ont vécu justement ce type d'abus? Pas dans mon entourage proche, mais oui, j'ai déjà entendu des histoires où la mère prenait sa fille pour sa rivale, où les rapports étaient très, très conflictuels, où la fille, pour un oui ou pour un non, était insultée, enfin, traitée de tous les noms. Parfois même battue en public, tout ça. Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, donc c'était très, très extrême comme situation. Et malheureusement, je pense qu'il y a des femmes qui sont peut-être pas destinées à être maman, qui n'ont pas l'instinct maternel et qui savent pas, tout simplement pas s'y prendre. Et puis, quand on voit sa fille devenir une jeune femme avec tous les attributs qu'elle peut avoir, peut-être qu'on voit une potentielle concurrente. Une rivale. Une rivale. C'est quand même étrange, parce qu'en réalité, c'est pas comme ça qu'on est censé voir son enfant. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, je pense qu'il y a peut-être un problème psychologique. Pour toi, il y a un lien quand même. C'est plutôt lié à... Ça va être plus le cas avec une fille, c'est-à-dire une mère vis-à-vis de sa fille que de son fils? Je pense que ça va être plus le cas avec les filles plutôt qu'avec les garçons, je pense. Moi, je pense que ça peut être des deux cas. Tout dépend, en fait, comme tu dis, des mères toxiques, ça peut exister, mais c'est vrai que ça peut être aussi un problème psychologique. Ouais. Concernant la mère qui, par exemple, considère sa fille comme une rivale, et d'ailleurs, on voit tellement d'aujourd'hui de faits divers où des mères qui tuent leur fille ou qui, comme on dit, qui chassent leur fille de la maison parce qu'elles veulent voler leur mari. J'estime qu'il y a un problème psychologique à la base qui fait que ces mamans-là réagissent comme ça. Mais après, franchement, je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu difficile de concevoir que voilà, une mère peut... Mais il y a aussi d'autres problèmes. Il peut y avoir d'autres problèmes de famille où la mère peut-être peut être trop accaparante dans la vie de l'enfant. Elle ne veut pas laisser l'enfant aussi s'émanciper parce qu'elle a peur que l'enfant aussi se fasse mal ou peut-être qu'elle a eu aussi un traumatisme dans son passé. Ouais. Et sans le vouloir, elle-même, elle fait du mal à son enfant, tu vois. Donc il y a vraiment plusieurs situations, plusieurs cas et je pense qu'aujourd'hui, on va en parler. Oui, il y a une maman qui dit par exemple de sa fille, quand elle vient la voir pour lui dire ton mari a un comportement bizarre avec moi, il me fait des attouchements et tout ça, et elle traite carrément sa fille de menteuse, tu veux briser mon foyer, etc. Qui ne soutient pas quand elles se font harceler, violer. Et ça me fait penser au procès qui se passe en France actuellement, j'ai oublié le nom, une dame Alice quelque chose, Bédot, qui justement a vécu un traumatisme comme ça, où sa mère a vu, a vu sa fille se faire violer par son copain sans rien dire, et qu'il a même accusé justement d'accuser sa fille de tomber enceinte donc, et qu'il a même chassé de la maison. Donc c'est une histoire horrible. Aujourd'hui, cette dame a tué cet homme et on l'accuse. Ils sont prêts à l'envoyer. Je crois que c'est Alice Bédot, je ne sais plus si je me trompe pas, mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Il y a eu un témoignage, c'était sur cette A8 qui était particulièrement poignant, où elle raconte son histoire. Ça fait horrible. Froid dans le dos, comme on dit, froid dans le dos. Mais pour revenir aux causes, c'est vrai que, comme tu dis, je pense que souvent, il doit y avoir un problème, enfin, des troubles mentaux derrière.
Ou parfois de la reproduction peut-être de schémas, c'est-à-dire qu'on peut avoir été éduqué ou élevé dans un environnement particulièrement malsain avec des parents qui avaient des rapports malsains avec soi et du coup reproduire peut-être parce qu'on ne sait pas mieux faire en fait. Ouais. Bah, tout à fait. Bon, je pense que notre invité Jean-François Yoman va nous en parler tout à l'heure et nous aider un petit peu à élucider, un petit peu éclaircir tout ça. Mais avant, je vous propose quand même de porter la question sur la place publique, comme d'habitude. À votre avis, on vous demande aujourd'hui, que faut-il faire face à une mère toxique? Comment faut-il se comporter? On va écouter vos réponses. Lorsqu'on a cette maman-là, c'est seulement, on doit lui parler avec respect, amour et considération. Même si elle est chiante, elle pourrit la vie, c'est notre mère. Et en cela, lorsqu'on veut causer avec sa maman, on dit maman, est-ce que je peux te parler? Elle vient et on cause tranquillement, avec respect, avec amour. De toute façon, c'est notre mère. Malgré ce qu'elle est, c'est notre mère. Et une mère, on ne doit pas l'insulter. Parce que c'est une malédiction. D'insulter sa maman, c'est une malédiction. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Malgré ce qu'ils sont, honore-les. Il dit honorer. Ce n'est pas une condition, honore-les. Voilà, et sans cela, tu auras une longue vie. Voilà, donc une mère, c'est une bénédiction. C'est vraiment moi, j'ai perdu ma mère. Et souvent, quand je vois deux jeunes se foutent de leur mère, moi, il est un peu de la vie, quoi. La mère, c'est une bonne chose. Bah, une mère reste une mère, donc il n'y a pas le mot. Elle reste la mère, donc c'est tout. Même si elle est chiante, elle reste ma mère. Autant qu'au fond, on a le droit d'être toujours patiente. Parce que, quel que soit leur comportement, ils restent nos mères sans techniquement nous. C'est avec leur comportement que nous sommes nés. Donc, nous, les enfants, on doit être patientes et aussi les tolérer. Alors oui, tu disais, hein, Aurélie, pendant qu'on visionnait ce micro-trottoir, qu'il y a peut-être une confusion entre la mère un peu dure, un peu autoritaire, qui est sévère ou qui peut souvent crier sur ses enfants parce qu'ils font des bêtises, et la mère effectivement toxique. Qui est... Après, quand ils disent effectivement une mère reste une mère, mais l'enfant qui va vivre dans une situation toxique avec son parent, comme tu l'as dit, comment il va reproduire ça à la suite? Parce qu'il n'a aucun autre exemple. Que cette personne. Après, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'une mère est une mère, oui, mais si jamais la personne est foncièrement toxique, qu'il n'y a aucun moyen de réparer, je ne sais pas, si c'est un mal qu'elle porte, et de réparer du coup la relation, il faut qu'elle se tienne éloignée. Hein. Moi, je pense qu'il y a des relations... Attends, il y a des séparations qui arrivent. Séparation. Attends, ça veut dire que t'es censé vivre avec ce poids-là éternellement. Vous imaginez que les gens aujourd'hui, certaines familles aujourd'hui, des enfants ont le choix de se dire, bon maman, je te supporte plus, je m'en vais. Non, c'est pas de caprice. Quand tu as l'âge de partir de la maison, en fait, tu subis. Pendant que tu es ado ou tu es enfant, tu subis parce que tu n'as pas la possibilité de partir, tu n'as pas de moyens financiers pour te prendre en charge. Mais tu te rends bien compte que la relation que tu as avec ta mère, c'est pas une relation saine. Et quand il est temps pour toi de partir, tu t'en vas sans regret. Et quitte à ne plus avoir de contact avec elle, en fait. Il y a des gens qui font ça, et après, il y a des personnes qui vont limiter les interactions au minimum, vraiment le minimum, et qui vont les garder loin de leur vie. Par exemple, tu vas construire ta famille, tu sais que cette personne peut venir polluer ton environnement, ton cercle, ta cellule familiale, et donc du coup tu préfères qu'elle soit loin. En Afrique, c'est pas évident. Ouais, en Afrique, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on a de grands traumatismes aussi, parce qu'on s'entoure de personnes qui sont toxiques sous prétexte que c'est mon parent, c'est la famille, alors que donc, toi, c'est toi qui souffres en fait. C'est pas évident. Non, je pense que si vraiment on parle vraiment de mère toxique, pas encore une fois de mère qui est un peu difficile à vivre, mais vraiment de toxique au sens propre du terme. J'estime que on s'est tous fait taper à un moment ou à un autre. C'est pas de ça qu'on parle. On nous a tous crié dessus. Ça ne veut pas dire pour autant que nos mamans sont toxiques, mais il y a des cas où c'est vraiment de la pollution. De ta vie. De ta vie, en fait. C'est soit tu restes là et tu meurs à petit feu, soit tu décides de couper le cordon définitivement. On va en parler avec le coach tout à l'heure, l'invité, mais comme je dis ça encore, c'est un problème qui est difficile parce qu'en Afrique, comme on dit, la maman, c'est le dieu sur terre de toute la famille. Et donc, souvent même, des mères peuvent être toxiques et peuvent interférer même dans ton foyer, mais souvent, tu fais le choix même de malheureusement, ta femme s'en va à cause de ça, mais tu es obligé parce que c'est ta maman. Tu ne peux pas faire un choix entre ta maman et ta femme.
Même la famille va vouloir dire... Et souvent, les familles qui sont extérieures, les familles proches, ne peuvent pas savoir à quel point la dame est comme ça. Donc, c'est difficile. C'est très difficile. Petite pause au débat parce qu'on va le poursuivre avec notre invité. C'est quand même mieux. On va l'accueillir tout de suite en plateau, justement. Vous l'aurez compris, il s'agit de Jean-François Yoman, qui est donc notre coach national et qui va nous rejoindre tout de suite sur le plateau. Voilà. Hello. C'est chaud sur le plateau. On avait déjà commencé les hostilités, on n'est pas d'accord. C'est ça. Mais c'est mieux que tu sois là, comme ça va peut-être nous aider à ne pas parler de manière émotive. Ça fait être toxique, là. Oh là là, non, pas à ce point, coach, quand même. OK, d'accord. Alors, les mamans toxiques. Les mères toxiques, c'est un vrai sujet et je pense que c'est un sujet sensible parce qu'effectivement, tu l'as touché du doigt, Aurélie, on n'est pas forcément prêt à déjà identifier le problème parce qu'on voit la mère comme notre tout, comme la personne qu'on doit respecter. Quand elle commet des fautes, finalement, c'est la maman. Mais il y a des cas extrêmes. Alors, c'est quoi une mère toxique déjà? Très rapidement. C'est quoi une mère toxique? Partons par peut-être le chemin de l'étymologie du mot lui-même. Toxique vient du latin toxicum, qui veut dire simplement poison. Donc, une mère toxique, c'est une mère qui empoisonne la vie de son ou ses enfants, soit par la violence, soit par la domination ou par la manipulation. Donc, elle a plusieurs arcs comme ça, cordes à son arc qu'elle va utiliser. Et le motif principal, c'est le fait d'être votre mère. Et c'est vraiment intéressant de faire remarquer que toutes les mères ne sont pas forcément toxiques dans leur manifestation. Mais on va voir 5 types de mères toxiques. Et peut-être qu'une femme qui nous suit aujourd'hui pourra s'identifier, pourra se reconnaître. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de mère toxique qui existe. Et le but aussi, pour ma part, c'est que même si des enfants sont à un bas âge ou sont encore adolescents, ils sachent identifier le type de mère qu'ils ont en ce moment et qu'ils sachent aussi, à l'issue de cette émission, comment réagir. J'ai bien écouté Aurélie c'est vrai ce que tu dis, mais il est possible, quand on sait à quoi on a affaire et quand on sait comment s'y prendre, de gérer au mieux une situation, le temps qu'on ait la possibilité de faire beaucoup plus. Alors, 5 types de mères toxiques existent. On appelle ce système-là, pour les identifier, 2D, VIR. OK? Toujours des acronymes avec voilà. Jean-François. Alors, 2D, les 2 premiers D, c'est que, premièrement, elle est dominatrice. Donc, le premier type de mère, on va dire toxique, elle est dominatrice. Elle impose son point de vue, elle impose son avis. Il y a qu'elle qui sait ce qui est bon pour toi. Donc, ton avis ne compte pas. C'est elle qui a souffert, c'est elle qui a fait les 9 mois. Vous aurez tendance à entendre ce type d'expression-là. J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai tout sacrifié pour toi. Eh bien oui, parce que la mère toxique ne se sent pas à l'aise aussi à un moment donné avec cet enfant qui est venu et qui a mis peut-être un terme à sa vie, à ses ambitions, à sa jeunesse, à cet enfant qui est arrivé et qui peut-être par son arrivée a créé une rupture. Parce qu'il y a des enfants comme ça qui, lorsqu'ils naissent, consacrent la rupture entre la femme et son mari. Donc, parfois, on va rejeter sur cet enfant le tort ou la faute de cette rupture, de cette séparation. Tout qu'on est dans des conceptions très, très africaines, où on va dire parfois que c'est un sorcier, c'est un génie, il est venu, tout allait bien. Et voilà. Et puis, des fois, il y a des grossesses qui sont mal vécues. Vous savez, par exemple, qu'on a la tocophobie, qui est une peur, une phobie des grossesses chez certaines femmes, et qui va développer chez elles une sorte de hantise à cause des douleurs, à cause de tout ce que la grossesse va entraîner. Il y aura comme un dégoût, en fait, pour l'enfant qui va naître chez certaines femmes. Donc, ça peut entraîner justement cette toxicité de la mère. Et puis, on va avoir également, dans le 2e D, la mère, finalement, qui est, on va dire, en fait, désorganisée mentalement. Et ça, il faut vraiment pouvoir le savoir. Elle est désorganisée mentalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'arrive plus à être responsable d'elle-même. Donc, très tôt, elle va responsabiliser, malgré l'enfant, cet enfant qu'elle a, et l'enfant va prendre
très rapidement le rôle de la mère. Quand c'est la fille, par exemple, elle va être rapidement à charge de ses frères et sœurs. En fait, il faudra même qu'elle s'occupe de sa mère, c'est ça? Exactement. Donc, parfois, ça peut être parce que on est dans des cas d'abus, donc dans des cas de dépendance, on est dans des cas de consommation d'alcool, de drogue, etc., ou d'autres formes de dépendance qui font que la mère ne peut pas assumer pleinement sa responsabilité de maman. Et en général, on est dans un système de famille monoparentale par la mère. Et donc, il y a une sorte de surménage de la maman par rapport à toute cette charge émotionnelle, ou on va dire, qui est liée à la gestion des enfants. Et elle peut disjoncter carrément. Et puis, on va avoir également cette autre dimension de la mère qui est violente. Donc là, vraiment, ça part dans tous les sens. On voit les chaussures qui volent rapidement, la claque. Il y en a beaucoup c'est pour nous, c'est vraiment la routine. Oui, attendez. Mais à quel moment ça devient toxique? Alors, le truc, c'est que quand tout le monde va se rendre compte qu'on a tous une mère qui est une forme de toxicité. Non, il y a des contextes. Bien que je suis vraiment, moi, un militant de la non-violence, sur toutes ces formes, ça ne s'explique pas. Qu'on soit violent, ça n'a pas d'explication. Mais je peux comprendre que parfois excédé par un enfant têtu ou un enfant qui réchigne à faire un certain nombre de tâches, on peut rapidement aller dans les envolées que seules les mères ont le secret. Okay? Mais... lyrique et physique. Exactement. Mais en réalité, ça, c'est spontané, c'est quelque chose de sporadique, ça ne se fait pas de façon mécanique. Le but ici n'est pas de faire souffrir l'enfant. Le but ici n'est pas de prendre plaisir, en fait, à faire souffrir l'enfant. Alors que chez la mère toxique violente, son plaisir, c'est justement ça, c'est de déverser, en fait, sur l'enfant en face d'elle tous ses ratés, tous ses échecs. En fait, chaque fois qu'elle voit l'enfant, elle est en colère parce que, pour elle, c'est à cause de cet enfant-là que si ou ça n'est pas arrivé. Donc, il y a cette violence intérieure qu'elle va rejeter sur l'enfant. Donc là, on parle de la mère violente. Il y a aussi la mère invasive ou envahissante. Tu en as parlé tout à l'heure. Dont Aurélie parlait tout à l'heure. Elle est envahissante et en général, cette mère-là, elle va vraiment faire partie de bon gré ou de mal gré de la vie, en fait, de ses enfants. Elle ne va pas vraiment leur permettre de vivre leur vie parce qu'elle veut vivre la vie des enfants par substitution. Donc, d'une certaine façon, elle entre dans le quotidien. En général, c'est un peu plus difficile avec les filles parce qu'elle va vouloir, par exemple, que sa fille vive la vie qu'elle avait toujours rêvée, que sa fille épouse le pétrolier qu'elle a toujours voulu épouser. Donc, du coup, cette fille-là n'aura plus de vie en tant que telle parce que sa vie sera vécue par les désirs ou par la volonté de sa mère. Elle va aller même jusqu'à trier le type d'amis qu'elle doit avoir, le type d'homme qu'elle doit avoir. Et cette mère invasive-là peut parfois se retrouver dans des schémas dans lesquels, quand il s'agit, par exemple, du garçon, tu en as parlé, Aurélie, c'est elle qui va choisir finalement son garçon. Pourquoi? Parce que là, elle a le sentiment que son garçon lui échappe du fait de cette femme qui rentre dans sa vie. Et elle peut créer vraiment toutes sortes de situations, inventer toutes sortes de choses pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de stabilité dans la vie du couple de son fils, par exemple. Et puis, dernier type de mère, c'est la mère rivale. Okay. Donc, celle-là, elle a une sorte de rivalité en général avec sa fille. Hein. C'est vraiment pas avec les garçons. Dans 93% des cas, la mère est toxique, en fait, par sa fille, mais pas vraiment par son garçon. Par son garçon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, où elle est invasive dans sa vie, où elle va vouloir prendre les rênes. En général, elle a éduqué tout de suite son garçon, elle l'a fait. D'une certaine façon. Donc, elle estime que c'est un juste retour d'avoir de sa part un certain nombre de privilèges, etc. Mais la mère rivale, elle va jouer aussi un rôle toxique dans la vie de sa fille, vu que pour elle, tout ce que sa fille devient, tout ce que sa fille a, est en fait un rappel de ce qu'elle n'a pas eu ou de ce qu'elle n'a pas fait. Donc, un succès social, professionnel, une certaine aisance financière, une réussite dans son couple peut engendrer chez cette mère-là une jalousie qui va dans l'ordre de briser même parfois. Ce type de mère-là peuvent aller jusqu'à révéler des secrets à leur beau-fils qui peuvent jouer négativement contre leur fille. Elles sont capables parfois
excusez-moi, mais de tenter d'approcher le mari de leur fille, de draguer, de courtiser, voilà. Les Nigériens sont dans le futur, dans plein de films. Ça va très loin, cette question de la mère toxique. Et c'est très bien que vous ayez eu à cœur d'en parler parce que beaucoup de familles en souffrent en silence. Beaucoup d'enfants sont issus de familles dans lesquelles les mères sont toxiques, mais qui n'osent pas mettre un nom, en fait, sur ce phénomène et qui, aujourd'hui, ont dû couper complètement les ponts, ont dû couper les liens avec leur famille et leur mère. Et l'entourage estime que ce n'est pas juste, parce que ce sont des manipulatrices et ce sont des perverses narcissiques. Voilà. Il faut le dire. Alors, c'est très intéressant, toutes ces définitions et surtout, l'explication que tu donnes des différents types de mères toxiques. Alors, je te propose quand même de poursuivre justement cet exposé avec ce reportage préparé par Chèque Bleu qui nous explique aussi les différentes causes de cette toxicité chez les mères. Possession, dévalorisation, négligence, violence. Certaines relations mère-enfant sont source de souffrance et laissent de lourdes cicatrices à l'âge adulte. Pour décrire les mères ayant un tel comportement vis-à-vis de leur enfant, un terme prévaut, celui de mère toxique. Elle empoisonne la vie de son enfant en ayant recours à la manipulation, la domination ou encore à la violence morale ou physique. On distingue plusieurs profils de mère toxique. La mère dominatrice abuse de son autorité parentale en exerçant un contrôle permanent sur son enfant. Elle justifie son autorité abusive comme un moyen de protéger son enfant des autres. Et puis, il y a aussi la mère défaillante. Elle ne répond pas ou seulement partiellement aux besoins fondamentaux de son enfant. Le nourrir, lui offrir un logement décent, le protéger de dommages physiques et émotionnels, l'éduquer, l'aimer et lui porter de l'attention. L'enfant endosse alors le rôle de parent pour lui-même et ou pour sa mère et se voit attribuer de force des responsabilités d'adulte. La violence est également une arme privilégiée des mères toxiques. Les punitions, souvent injustifiées, s'accompagnent dans certains cas de coups, de gifles ou de fessées. À cela peut s'ajouter une forme de violence verbale qui se traduit par des critiques constantes. Tous ces profils ont un point commun. L'emprise exercée sur l'enfant qui peut avoir un impact sur sa future vie d'adulte. Bon, coach. Aurélie ? Oui. C'est ça, là, c'est que vraiment, comme on a dit tout à l'heure, tout le monde, nos mères sont dans cette catégorie. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que quand même, est-ce qu'on peut on peut faire au moins, comme tu as dit, la limite à la mère toxique, parce que moi, je suis maman, par exemple. Quand mes enfants font une bêtise, je vais forcément crier sur eux, à leur dire « ne faites pas ça ». Pas tout le temps, bien sûr, mais au moins, je crie ça, je peux dire la vérité. Je jafoule, comme on dit. Comment on fait la distinction? J'ai deux garçons qui sont bandits, qui n'arrêtent pas de sauter partout. Je crie sur eux « ne faites pas ci, ne faites pas ça », je peux punir. Mais est-ce que ça fait de moi une mère toxique? La limite, Aurélie, c'est que tu ne déverses pas sur ces enfants-là, t'es raté. Tu ne déverses pas sur ces enfants-là au moment où ils crient, c'est lié à leur cri. C'est pas lié à ton quotidien. C'est pas lié à ce que tu vis. C'est pas que leur cri t'empêche d'être la personne que tu as envie d'être. D'accord. Donc, attention, dans tous ces signes que nous avons décrits tout à l'heure, que nous avons présentés, il faut faire remarquer qu'il y a l'idée d'avoir une emprise, de manipuler, l'idée de s'imposer, en fait, à cet enfant-là, et de s'imposer dans sa vie à tel point qu'on tire légèrement, subtilement un plaisir. C'est un peu comme si quand l'enfant est malheureux, elle prend un peu plus de plaisir. Elle ne peut pas voir son enfant être heureux alors qu'en fait, elle estime que c'est cet enfant-là qui empêche sa joie. Mais il n'y a pas une exception quand on est dans le cas de la maman désorganisée qui a peut-être plutôt des problèmes d'addiction vis-à-vis de l'alcool. Finalement, ce n'est pas de sa faute. Elle est en crise elle-même. Mais pourtant, Anan, elle est toxique. Elle est toxique, mais je veux dire, du coup, c'est pas la même chose, c'est pas une emprise volontaire. Oui, en fait, on distingue la mère qui est toxique passive et la mère qui est toxique est active. Quand elle est passive, elle ne sait même pas, en fait, que son attitude est un problème. C'est notamment le cas des mères, par exemple, qui ont des problèmes psychiques. C'est ça. Voilà, elles ont... J'ai parlé de désorganisation, en fait. Donc, elle peut avoir un problème qui est lié à des conséquences d'interactions médicamenteuses. Ça peut être aussi les coûts de la vie. Elle peut avoir subi un certain nombre de choses. Ça peut être que... elle a eu un choc émotionnel
important. La plupart du temps, la perte d'un époux avec lequel on était dépendante affective peut provoquer ce genre de situation-là. Donc oui, on peut avoir des situations dans lesquelles elle n'est pas volontairement, on va dire, toxique, mais elle est quand même... Ça ne change rien, quoi. Voilà, l'effet est le même, l'effet est le même. Et pourquoi on parle de mère toxique? Parce que ce n'est pas tant elle qui est le plus important ici, c'est l'effet que cela a sur l'enfant. On parlera peut-être aussi de mères qui sont devenues toxiques par imitation. C'est-à-dire que j'ai été victime d'une mère toxique, je vais avoir tendance à le devenir aussi avec mes propres enfants, d'une certaine façon, si je n'y prends garde. Parce que c'est un déséquilibre psychologique, il faut le dire tout de suite et maintenant. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut comprendre, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut accepter, ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut dealer, c'est quelqu'un qu'il faut aider. Il faut la soigner. Il faut l'amener à prendre conscience, en fait, de ce que elle ne va pas bien et que, voilà, elle a besoin de se faire accompagner, de se faire aider. Mais en attendant qu'elle prenne conscience de cela, vous aussi, vous avez quelque chose à faire. Je pense qu'en avançant plus loin, on en parlera. Oui, on va faire ça, justement, continuer à essayer de comprendre comment gérer cette situation-là. Mais c'est intéressant et important que tu dises qu'en fait, c'est pas normal comme comportement et du coup, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et en tout cas, je veux dire que c'est une erreur très grave de croire que parce que c'est une mère, donc, ce qu'elle fait est normal. Et ça, c'est vraiment, je vais dire, l'effet de la manipulation, en fait. C'est que des fois, on a entendu quelqu'un dire tout à l'heure dans le reportage, c'est une mère, il est dit quelque part que tu honoreras ton père et ta mère, mais il est aussi écrit dans ce même endroit, parents, n'irritez pas vos enfants. Mais bien sûr, absolument. Très intéressant et très important. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je vous rappelle que les Femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi sur NCI. Justement, c'est le numéro 4 de la TNT et 204 du bouquet Canal. On parle aujourd'hui des mères toxiques. Comment sortir de leur emprise? Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-François Yeoman, donc notre coach matrimonial national, comme j'aime l'appeler. Alors, juste avant de partir en pub, vous nous disiez, ou tu nous disais... qu'il y a ce sentiment, peut-être c'est pas que culturel, c'est vraiment lié au statut de la mère de manière générale et à sa capacité de manipulation qui fait qu'on a tendance à dire, bon, quelles que soient ses actions, ça reste la maman. Exactement. Et ça, c'est pas bien. Faut et pas ça, c'est pas bien. On est dans un cas ou un contexte dans lequel on sait qu'une maman, on lui voue quand même une certaine considération, il y a une certaine affection naturelle qui découle aussi du sacrifice lié à la maternité. Oui, on sait que c'est difficile. Il y a tous ces aspects-là, mais à partir du moment où on s'appuie sur ces différentes postures pour commencer à exercer une certaine manipulation psychologique sur un enfant, aller jusqu'à lui dire, par exemple, je suis ta mère, tu ne peux pas me laisser mourir de faim, il faut que tu fasses quelque chose. Là, on va tomber un tout petit peu dans ces mères manipulatrices qui vont pousser leurs filles, par exemple, très tôt, au commerce sexuel. Au commerce sexuel, en faisant de la comparaison, parce que c'est une caractéristique très importante aussi chez les mères toxiques. Tu ne vois pas tel ou tel ami, tu ne vois pas l'enfant d'une telle, tu ne vois pas ce qu'elle fait pour sa mère, et toi, tu n'oses pas faire ceci pour moi. J'ai dû sacrifier mes études, j'ai dû sacrifier ma vie pour te mettre au monde, etc., etc. Donc, en fait, là, on est dans un schéma dans lequel l'enfant va très tôt se retrouver à vivre une vie qui n'est pas vraiment celle qui lui était destinée à la vérité. Elle va jouer sur la culpabilité aussi. Donc, il y a cette notion de culpabilité constante. Donc, si vous avez une mère qui vous place constamment dans la culpabilité des actes que vous êtes en train de poser, vous avez une mère toxique, manipulatrice. Voilà, alors, en fait, le concept, la façon de dire la mère, c'est tout pour nous, etc., c'est pas forcément lié à l'enfant. Je pense que c'est beaucoup plus lié à la société, parce que même quand si tu essaies de raconter que voilà, ma mère me fait ceci et cela, on va te dire, mais c'est ta maman, donc si elle fait ça, c'est pas grave, juste supporte. Et tu as des enfants qui sont battus, malheureusement, c'est des enfants, peut-être des préadolescents, qui n'ont pas la possibilité de dire, par exemple, à leur maman, maman, peut-être que tu as un problème,
peut-être qu'il faut que tu vois quelqu'un. Mais si tu vas voir une personne extérieure et que tu lui racontes ça, elle va te dire, mais c'est ta mère, qu'est-ce que tu as à dire qu'elle va pas bien, en fait. Donc, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on gère? Difficile. Difficile jusqu'à un certain âge. Et ça, il faut force est de reconnaître ce constat-là. C'est-à-dire que jusqu'à votre adolescence, jusqu'à ce que vous soyez indépendant de cette mère-là, vous êtes bien obligé de supporter les choses comme ça. Et c'est pour ça que je salue toujours en fait l'initiative que vous avez d'aborder des thèmes qui touchent le quotidien en fait des ménages. Et à ce moment-là, un enfant qui écoute, je pense que hier, par exemple, dans l'après-midi, j'échangeais avec une mère qui me disait, écoute coach, j'ai mon fils qui suit votre émission, il a à peine 22 ans et qui aujourd'hui en fait du prête à l'emploi. J'ai entendu ceci, ça me permet de corriger cela dans mon quotidien. Donc, c'est un adolescent qui nous écoute aujourd'hui ou une adolescente qui nous entend au cours de cette émission saura déjà que ce qui se passe n'est pas normal. Parce qu'une chose est de subir quelque chose et de croire que c'est normal, en fait. Tant que tu crois que c'est normal, tu fais avec. Tu intériorises le traumatisme. Et tu intériorises ton traumatisme, tu l'acceptes et ça ne fait que te détruire davantage. Mais dès lors que tu sais que cette façon de se comporter ou cette façon de vivre n'est pas normale, tu vois, c'est comme s'il y avait un haut-là que tu mets à la situation et à ce moment-là, tu prends des dispositions. Et les dispositions, c'est un travail de développement personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, face à une mère toxique, je m'affirme. Comment? De deux façons. Intérieurement, je m'affirme. Lorsqu'elle commence à me dire des paroles négatives, des paroles qui sont déstabilisantes, des paroles qui sont dévalorisantes, intérieurement, je dois pouvoir me dire je ne suis pas ce qu'elle me dit que je suis. Voilà, intérieurement, je dois me répéter je ne suis pas ce qu'elle me dit que je suis. Je refuse que ces paroles-là m'impactent, que ces paroles-là m'influencent. Je sais que ma mère ne va pas bien. Je sais que ma mère est malade et que ce qu'elle me dit là, elle ne le pense même pas. Ça, c'est un premier niveau de gestion, en fait, de la situation. Ça m'envoie à une question. Est-ce qu'une mère toxique aime son enfant? Est-ce qu'il y a de l'amour? Une question, ça. Non, je peux te dire qu'elle n'aime pas son enfant. Ah bon? Elle n'aime pas son enfant. Oui, parce que... c'est pas parce qu'elle a des... Je vais vous dire quelque chose de fondamental. Pardon de te couper, mais elle peut aimer son enfant. Mais les mères qui sont, par exemple, trop attachées à leurs enfants, qui ont peur de les voir un peu être indépendants parce que... Je pense que c'est surtout parce qu'il y a trop d'amour. On pense que c'est ça de l'amour, en fait, mais c'est pas de l'amour. C'est pas pour elle. Oui, c'est pas de l'amour. Je pense qu'on en a parlé dans la dépendance affective, que chaque fois que je suis dépendant affectif, c'est pas l'autre que je cherche à combler, c'est moi-même que je cherche à combler. Donc, quand elle essaie d'entourer l'enfant comme ça, c'est elle, en fait. C'est pour elle, à la vérité. Donc, du coup, on dit qui trop mal embrasse, il traîne. Donc, à un moment donné, faut tenir compte aussi de la personne que tu dis aimer. Si la personne étouffe, quel est le genre d'amour? C'est un lourd amour. Hein. Alors, le deuxième. Alors, Didia, pour revenir à ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, c'est très important le travail que je peux faire sur moi. Et là, on utilise un outil qui s'appelle le cercle d'influence. OK? Imaginez un cercle. Et puis, imaginez qu'autour de ce cercle-là, il y a toutes les choses que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez pas modifier, sur lesquelles vous n'avez aucun impact. Imaginez un deuxième cercle à l'intérieur de ce premier cercle, et dedans, c'est ce qu'on appelle votre zone d'influence. Dans cette zone-là, vous pouvez agir à 50% sur ce qui se passe. OK? Mais les 50 autres pourcents dépendent de l'atmosphère, l'environnement, les personnes qui sont autour de vous. Imaginez ensuite un troisième cercle à l'intérieur de ce cercle-là, c'est votre zone de contrôle. Là, à 100%. 100%, vous pouvez faire quelque chose. Donc, à ce moment où vous êtes encore à la maison, pendant que vous suivez cette émission, déterminez ces trois cercles-là. Pour l'instant, je suis encore dans le cercle familial. Donc, c'est une zone de préoccupation. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas sortir de là. Parce que si je sors de là, où est-ce que je vais? Je ne peux rien faire. OK. Donc, si je ne peux pas sortir de là, qu'est-ce que je peux faire au deuxième niveau? C'est de me dire, quand elle me parle, ou quand elle me maltraite, quand elle fait un certain nombre de choses, mon esprit, qui est un peu comme... vous voyez l'image d'une graine ou l'image d'un noyau. Oui. Vous savez, vous pouvez écraser facilement une mangue d'une main, mais pas le noyau. Et votre esprit doit être considéré comme un noyau qu'on ne peut pas détruire tout de suite. Et donc, si elle agit, elle parle, elle fait un certain nombre de choses, dans votre esprit, conditionnez-vous mentalement en vous disant « ça ne m'atteindra pas ». Et une chose ne peut être grave que si je décide qu'elle est grave, cette chose-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur vous-même. Au niveau de votre cercle
qui est considérée comme la zone la plus importante de la vie d'un individu, c'est votre zone de contrôle. Ouais. Voyez, décidez de ce que vous allez faire, de ce qui vous est envoyé. Voyez, une petite anecdote raconte qu'un homme s'est retrouvé à un moment donné avec sa brebis ou son chien, quelque chose comme ça, avec la patte cassée dans un puits. Ne pouvant pas sauver le chien, il a commencé à jeter des pierres. Et le chien ne comprenait pas bien ce qui se passait. Et chaque fois, il déjouait les pierres qui tombaient. Et au fur et à mesure, il est monté sur ces pierres-là. Et les pierres qui étaient censées le tuer ont finalement sauvé le chien. Il est sorti du puits à force de recevoir les pierres. Donc, que faites-vous des pierres que vous recevez? Que faites-vous des injures, des invectives que vous recevez? Vous pouvez les transformer en quelque chose de positif. Ça peut devenir une source de motivation. Ça peut vous aider à bosser davantage en vous disant, ma seule issue de sortie de cet environnement, c'est de réussir dans mes études. Donc, ça peut devenir une source de motivation essentielle. Et puis, une autre source de motivation, c'est de me dire, je vois un modèle qui n'est pas celui que j'ai envie de reproduire. Quand j'aurai mes enfants, quand j'aurai ma famille, quand je serai une mère de famille, je ne veux pas être comme ma mère. Alors, ça, c'est très bien ce que vous dites, parce que est-ce qu'en général, justement, les enfants issus de parents, mère ou père toxiques, ne reproduisent pas sans le vouloir un petit peu ce qu'ils ont vécu dans leur enfance? Exact. Et est-ce que ce n'est pas une spirale infernale qui fait que de génération en génération, c'est quelque chose qui ne change, enfin pas qui ne change pas, mais qui est difficile en tout cas à faire partir? Oui, Aurélie, si on n'a pas cette stratégie que je suis en train de donner, là, on se fait parfois victime. Parce qu'on ne sait pas comment réagir par rapport à tout ça. On intériorise, et comme on le disait dans une autre des émissions, chacun a une personnalité. Soit on est passif, soit on est assertif, soit on est agressif. Donc, en fonction de notre personnalité, on peut réussir ou pas. Mais si on a une technique, si on a une approche, si on a une façon de faire, on a un process, peu importe la personnalité qu'on a, on peut s'en sortir. Donc ici, c'est de briser en fait le cercle vicieux pour établir un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, c'est de me dire, je ne suis pas obligé d'être comme ce parent-là. Je peux avoir une mère toxique, être né de mère toxique, ça ne fait pas de moi une personne forcément toxique. Alors, je trouve que c'est très intéressant, même cette notion de cercle d'influence et de changer un petit peu le négatif, de le transformer en positif. Après, j'imagine que c'est aussi des outils qu'on peut utiliser à partir d'un certain âge. Peut-être que je me trompe, mais quand on est très très jeune, ça peut être compliqué. Alors, je me demande si jamais, par exemple, on a 6, 7, 8 ans et qu'on subit déjà les affronts d'une mère toxique, que ce soit à travers la violence ou la manipulation. Est-ce qu'on ne peut pas se tourner vers un adulte de confiance si jamais son oncle, sa tante ne nous écoute pas? Est-ce que, par exemple, le deuxième, quand on n'est pas dans une famille monoparentale, est-ce que le papa, par exemple, ne peut pas être une sortie de secours, quelqu'un qui... Comment ça se passe en général? Exactement. C'est là où je dis il faut déjà qu'à la base, on sache qu'il y a problème. Donc, si le père sait, par exemple, que c'est un problème, un père qui nous suit aujourd'hui et qui a entendu, en fait, ces 5 types de mères, il va sauver ses enfants tout de suite et maintenant. Il va se réorganiser parce que c'est vraiment, effectivement, une démarche de se dire elle est exigeante ou c'est une mère qui est sévère. On a ces explications-là, parfois, qui nous font regarder un peu comme ça quelque chose qui se passe et accepter que ça continue de se passer. Mais là, je suis convaincu qu'après cette émission, il y a des parents, que ce soit le père, que ce soit des oncles, que ce soit des tantes, que ce soit des cousines, ou etc., qui vont se rendre compte qu'en fait, leur sœur est une mère toxique pour leur nièce ou leur neveu et vont essayer à ce moment-là d'intervenir. Tu l'as dit, pour des enfants, ils ne peuvent pas utiliser cette astuce-là parce que, bon, ils n'ont pas la conscience nécessaire. Ce que j'explique là, ça peut commencer à servir à partir de 13 ans, 12, 13 à peu près. Mais aujourd'hui, on a des enfants très précoces qui ont une capacité particulière, mais ça, c'est des cas exceptionnels. Mais si on a des jeunes enfants, je pense que si ils ont des oncles, des tantes, des membres de la famille qui ont suivi cette émission et qui ont compris qu'en fait, il est question d'une mère toxique, ils pourront aider ces enfants-là, justement, à gérer la situation. Parce qu'au fond, Aurélie disait quelque chose de fondamental, elles ont eu peur. C'est de perdre ces enfants-là. Pourquoi? Parce que c'est leur souffre-douleur. C'est un peu comme le bouc émissaire, en fait. C'est-à-dire que si cet enfant n'est pas là, ça devient compliqué. Et on va dans des modèles qui, parfois, touchent au fait pour l'enfant de ne pas se détacher, en fait, de leur contrôle.
C'est-à-dire qu'on a eu des modèles parfois, j'appelle ça des modèles, dans lesquels l'enfant aurait pu obtenir une bourse après un succès à l'école pour aller ailleurs et elle a refusé en fait que l'enfant s'en aille sans justification. Voilà, parce qu'elle avait besoin encore de le maintenir là. Donc tu peux réaliser qu'en fait c'est une façon d'empêcher le succès de cet enfant, d'empêcher sa réussite. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a besoin de continuer d'exercer sa violence ou de continuer d'exercer sa manipulation sur quelqu'un. Je me demande, est-ce que les femmes, par exemple, qui ont une activité professionnelle, peuvent être toxiques? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt dans les cas où la femme n'a aucune activité, elle est tout le temps à la maison avec les enfants, c'est elle qui gère tout. C'est là où c'est plus... ça peut être plus intense, plutôt qu'une femme qui part le matin et qui rentre le soir, comme le mari. D'ailleurs, parfois, quand papa rentre, c'est un peu l'échappatoire. On court tous vers papa parce que toute la journée, ça a été dur. Il y a eu des cris, il y a eu des chaussures qui ont volé, tout ça. Donc, le soir, quand papa rentre, tout le monde court vers papa. C'est vraiment la bouffée. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Je comprends ce que tu dis, Dija. Mais en fait, il y a des mères qui ont estimé que l'activité qu'elles font aujourd'hui, elles font cette activité-là, elles auraient pu faire mieux, mais c'est cet enfant qui est venu et qui a fait qu'elles n'ont pas pu. Donc, elle peut considérer même sa situation professionnelle actuelle comme étant une conséquence, en fait, de la venue de cet enfant-là. Et dans ce contexte-là, tu vas avoir... Je n'ai aucun problème, je le précise, avec les secrétaires. Ce n'est pas un mauvais niveau professionnel ou social, mais je veux dire que si elle estime que dans son échelle de valeur, elle aurait pu être, par exemple, une gérante d'entreprise et qu'elle s'est retrouvée assistante, elle peut en vouloir à son enfant, en fait, d'avoir été là à ces moments-là, ou bien parce qu'elle avait une opportunité professionnelle et puis une grossesse vient à ce moment précis-là. Mais c'est drôle parce que l'enfant n'a pas choisi d'être là. Mais c'est pour ça qu'on parle... Oui, mais peut-être qu'elle aurait voulu avorter. Des ordres psychologiques, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas normal. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas normal, qui a une distorsion au niveau de son psychisme, ce qui fait qu'elle apprécie mal une situation qu'elle aurait pu s'aider elle-même, en fait, à comprendre et à changer. On a tous des frustrations. Oui. Tous autant que nous sommes ici sur ce plateau, on a des frustrations. Il y a des choses qu'on aurait voulu, mais on ne va pas tenir constamment les autres responsables, en fait, de ce qui nous est arrivé. Et quand vous êtes le genre de personne qui pensez que c'est la société, c'est l'État, c'est la mère, c'est le père, c'est tel ou tel qui fait que vous n'arrivez pas à devenir ce que vous avez besoin de devenir, messieurs, madame, vous avez un problème, vous avez besoin simplement de vous arrêter et de regarder dans vos cercles d'influence. Alors justement, tout à l'heure, tu as dit il faut les aider parce que leur comportement est anormal. Et avant que tu nous rejoignes en plateau, on avait un débat justement un petit peu houleux sur la question même de du rapport qu'on doit avoir avec ces mères toxiques une fois l'âge adulte, une fois qu'on a la capacité de s'en éloigner. Je connais des personnes qui vont peut-être, après avoir essayé justement de les suivre ou de les aider, c'est tout simplement trop pour elles et en fait, elles ne veulent plus rien avoir à faire à leur mère parce qu'elles savent que, quoi qu'il arrive, elle sera toujours toxique. Est-ce que c'est vraiment le dernier ressort ou quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire? Ou est-ce que parfois, il vaut mieux se sauver? Tu l'as dit. Tu l'as dit. Je veux dire, devant ce scénario-là, vu que quand on dit une mère, ça veut dire que vous avez eu un parcours avec elle quand même. Hein. Vous sortez de quelque part, vous avez 30 ans aujourd'hui, ça veut dire que ça fait 30 ans que vous subissez ce genre de situation. Dans l'approche que je propose en général, c'est prenez le temps de souffler un tout petit peu. Vous avez le droit de souffler. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous, pour comprendre tout ce qui est en train de se passer. La nature même nous l'enseigne. Vous voyez, les poissons, à un moment donné, c'est vraiment leur espace vital, l'eau, mais après, ils sortent, ils prennent une bouffée, ils retournent. Donc, on ne vous en voudra pas de prendre de la distance pour faire un travail sur vous-même. Parce qu'il n'y a que à ce moment-là que vous serez capable d'aller encore peut-être vers elle et de l'aider lorsque vous-même vous serez débarrassé. Parce que n'oublions pas que c'est un poison. Ouais. Et c'est un poison qui vous a été inoculé au cours de votre vie. Et ce poison-là, il est en vous. Il y a un impact. Il a un impact sur vos réactions, il a un impact sur votre réflexion. Sur les relations. Il a un impact sur votre relationnel, sur votre manière même de mener votre vie. À un moment donné, vous ne savez même plus finalement ce que vous faites par vous-même ou ce que vous faites par
par effet de... Une fois qu'on réussit à déterminer une mère toxique, comme on l'a dit à Nan, est-ce qu'il est toujours possible de sauver cette mère avec l'âge? Parce qu'on dit à un moment donné, quand une personne prend de l'âge, c'est plus difficile de la faire changer. Mais est-ce qu'il est toujours possible de faire changer une mère toxique et comment? Quand on est à l'âge adulte. Oui, c'est possible. C'est un peu comme si vous vous retrouvez avec une personne qui a une schizophrénie ou une personne, qui a un désordre psychique ou psychologique. La personne peut être aidée soit par un médecin psychiatre, il est possible dans certains cas, parce que parfois c'est aligné avec des maladies psychiatriques. Et puis, dans d'autres cas, le problème est psychologique. La personne a besoin de comprendre un certain nombre de mécanismes qui ont manqué. Ça peut être un problème affectif, ça peut être plusieurs choses. Donc oui, il est possible de l'aider et de pouvoir l'amener à arriver à se rendre compte, si elle accepte, parce qu'il n'y a aucun processus on va dire, de rétablissement, de guérison qui est possible sans l'aide, le concours de la personne. Mais si on va dans la dimension psychiatrique, je ne vais pas trop m'avancer, ce n'est pas mon domaine, mais c'est à la lisière de ce que nous faisons comme activité, comme travail. Vous voyez que des fois, des personnes ont des problèmes de démence et sont liées de force et sont amenées à Bingerville, etc. Est-ce qu'il y a leur participation? Non, mais on les traite, ces personnes-là subissent, comprenez-moi bien, je suis un traitement et tout, et puis après, elles reviennent dans leur bon sens. Donc je pense qu'à un certain moment, on doit pouvoir permettre à nos proches, à nos parents qui vivent des problèmes, parce que c'est des maladies en fait. Et en Afrique, malheureusement, quand on parle de maladies psychiatriques, on a l'impression qu'il n'y a que la démence, il n'y a que la folie, c'est un peu comme si tu me méprenais, c'est un peu insultant de dire à quelqu'un, va voir un psy. Ça fait comme si en fait la personne avait un problème trop grave, alors que ça devait entrer dans nos mœurs en fait. On peut aller faire une consultation, on peut parfois être un peu surmené, on peut aller faire une consultation en psychiatrie, on peut faire une hospitalisation, on peut être l'objet d'une hospitalisation. Parfois, quand vous avez des problèmes de suicide, etc., des tendances suicidaires, on peut vous hospitaliser. On peut vous faire prendre des médicaments. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas, en fait. Et ils se disent, bon, il faut que tu pètes vraiment un câble d'abord avant d'aller dans ce genre d'endroit. Oui, c'est possible d'aider ces personnes-là. Alors malheureusement, on n'a plus de temps, Jean-François, mais merci énormément pour cet éclairage. C'était très intéressant et je pense qu'effectivement, les personnes qui nous regardent ont beaucoup appris et vont pouvoir identifier donc, la toxicité dans les comportements, par exemple avec la mère. Surtout, restez avec nous pour la suite de cette édition des Femmes d'ici. On revient tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. On est passé dans notre labo car c'est l'heure de notre rubrique Sans tabou. À tout de suite. Bon les filles, aujourd'hui dans le Sans tabou, on parle de quelque chose d'assez extrême. D'ailleurs, la question commence par ça, c'est un cas extrême, dans les cas extrêmes en particulier. Seriez-vous capable de cacher votre grossesse à votre ex, c'est-à-dire le père du futur enfant, de l'enfant que vous portez dans votre ventre? Alors, 69% des personnes interrogées donc, sur les réseaux sociaux ont répondu non, donc dans aucun cas. Elle ne cacherait la grossesse à un ex. 31 donc ont répondu oui. 31%. Alors quand je parle de cas extrêmes, je pense qu'il faut vraiment partir du principe qu'on parle de limite de questions de vie ou de mort, où on a eu une rupture tellement violente avec l'ex qu'on a peur d'avoir cette personne dans notre vie, parce qu'un enfant, ça reste un lien à jamais en fait. À jamais, ouais. Donc on choisit de lui cacher la grossesse, tout simplement. Moi, je pense que je pourrais. Je pense que je pourrais vraiment, dans un cas extrême, si je pense que ma vie est en danger et que celle de mon futur enfant pourrait être en danger, oui, je ne dirai pas au futur père. Après, c'est vrai qu'on veut tous que nos enfants aient un père, qui puisse avoir une enfance normale, enfin une vie normale tout simplement avec les deux parents. Mais il faut toujours, je pense qu'on est maman, on pense toujours à l'intérêt de son enfant. En premier. Est-ce que si ce père-là est présent dans la vie de l'enfant, ça va lui apporter quelque chose? Est-ce que cet enfant-là, finalement, a besoin de ce père-là pour s'épanouir? Parce que on peut être géniteur sans forcément être un père. Complètement. Ou alors on peut être un père sans avoir
donner sa semence. Bien sûr. Donc, si vraiment je sens que ce père-là va être un danger pour mon enfant et que moi-même, mon intégrité physique est menacée, non, je ne le dirai pas. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que le seul petit bémol, c'est est-ce que c'est ton droit en tant que mère de décider ou non comment dire, du rapport que devrait avoir ce père ou ce géniteur avec son fils, surtout qu'on ne sait jamais, son fils ou sa fille d'ailleurs, qu'on ne sait jamais si jamais cette personne qui était toxique ou qui était violente, peut-être pourrait changer avec la paternité. Alors, en tant que mère, c'est pas mon rôle, certes, mais en tant que mère de cet enfant-là, j'ai quand même un certain droit et je sais, a priori, si un tel va être un bon père pour mon enfant ou pas. Sachant le compagnon qu'il a été, je pense que j'ai passé énormément de temps avec cette personne-là. Je sais plus ou moins comment est-ce qu'elle réagit. Je ne veux absolument pas que mon enfant ait un contact avec une personne comme ça. Voilà. On peut dire, il peut venir dire, OK, j'ai changé, etc., je vais m'occuper de mon enfant, tout ça. Et puis, d'un coup d'un seul, complètement changé. Bon. Et j'ai pas envie de ça pour mon enfant, en fait. Aurélie, t'as pas l'air d'accord. Non, moi, j'ai pas dit... attendez. Je me dis, quand tu dis cas extrême, c'est comme tu dis, c'est une question de vie ou de mort. Déjà, même, comme on l'a dit, c'est ton ex, tu t'es séparée de lui et que tu apprends que tu es enceinte, c'est compliqué, mais je pense qu'effectivement, pour une question de protection, je déciderai de ne pas lui en parler. Mais je pense que je vais, à un moment donné, même si je sais qu'au bout de 1, 2 ou 3 ans, les choses pourraient être amenées à changer en termes de relation avec lui, parce que je ne peux pas ne pas lui dire. Même si c'est dans... Je ne peux pas... Je me dis, peut-être sur le coup, je vais d'abord laisser passer... Il peut y avoir des situations où, effectivement, le couple, c'est devenu tellement violent, c'est compliqué. La femme, elle en a, comme on dit, elle en a marre. Extrême. Attends, il finit d'abord. Elle en a marre. Là, elle décide de s'éloigner, elle décide de partir, souvent même dans un pays étranger. Elle va éduquer son enfant, mais je sais qu'à un moment donné, imaginons même que l'enfant grandisse et qu'il demande après son père. Donc forcément que quelque part, elle va chercher peut-être à en parler, tu vois. Peut-être même t'en vouloir. Et peut-être même, nous les femmes, on va dire, mais on va s'en vouloir. Mais il peut y avoir des fois où effectivement la femme a décidé, et c'est son droit, c'est vraiment totalement son droit de décider de ne pas en parler. Par contre, imaginons, avant que tu me donnes ton exemple, que cette femme-là avait déjà eu un enfant avec cet homme-là, et que elle tombe enceinte. Et que c'est un deuxième. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la différence? La différence, c'est que tu vas quand même... L'enfant a un petit frère qui connaît, un grand frère qui connaît déjà. Le grand frère connaît, donc forcément, à un moment donné... Mais par contre, aujourd'hui, il y a des mesures de justice qui existent, des mesures d'éloignement, mais il faut forcément au moins lui dire. Je me dis, quoi, franchement. Alors, tu as rencontré un homme, au fil du temps, on a découvert que c'est un tueur en série. Mais est-ce qu'il a... Il a quitté. C'est un tueur en série, ma chérie. C'est un tueur en série. Mais est-ce que... Tueur en série, mais moi aussi. Tueur en série, tu as dit qu'il a tué 12 femmes. Il a tué 12 femmes, par exemple. Alors tu te dis, oui, mesure d'éloignement. Tu t'en es séparé pour te protéger, pour protéger ta vie. Non, mais écoutez, on est d'accord. On est d'accord. Je n'ai pas dit, je suis à quoi plus de moi comme ça, même. Non, attends, c'est un tueur en série, tu vas pas le dire et tu vas jamais le dire. Quand j'ai dit cas extrême, là, moi, je suis pas arrivée jusque là-bas. Vraiment, c'est normal, le gars, il a tué 12 femmes. Mais je vais fuir la situation. Disons que mais je vais les dénoncer à la police. Disons que c'est quelqu'un qui tu as... Ouais, même, mais il peut être violent, il peut être violent, me frapper. J'ai déjà des enfants avec lui. Oui. Et j'apprends qu'il a violé ma fille. D'accord? Ah, ma chérie. C'est un cas extrême, ok? Et là, je suis enceinte, mais je me sépare, je m'en vais. Donc, je vais lui dire, comme tu as déjà une fille avec moi, donc je vais te dire... Il a le droit de savoir qu'il a un enfant qui arrive, mais il n'est pas obligé de le voir dans sa vie. Mais je dois lui dire quand même que je suis enceinte. Même si je ne lui dis pas sur le coup, moi, tu sais quoi, mais je me dis qu'il doit savoir. Parce que l'enfant va grandir et il va qu'il n'y avait aucune exception au fait d'informer le géniteur, le père. Mais aujourd'hui, franchement, je pense que dans ces cas-là, je peux comprendre. Alors, Dieu nous préserve tous de ce type de situation. Mais je peux comprendre qu'une mère décide de faire ce choix qui est difficile même pour elle. En tout cas, c'est compréhensible. De complètement, et même de limite, j'ai envie d'aller même très loin, dans des cas extrêmes comme ceux qu'on vient de décrire, même de décider de ne jamais donner l'identité du père à son enfant. Ça peut C'est-à-dire dire, un choix, écoute, mais même si tu vas me détester là, le gars là, c'est un fou, c'est quelqu'un de dangereux,
voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Ou peut-être que tu n'es pas obligé de lui dire. Peut-être que tu vas même choisir d'avoir le mauvais rôle et d'être haï par ton enfant parce qu'il ne va pas comprendre. Mais au moins, tu l'auras protégé. Parce que quelque part, c'est un choix. C'est un choix. Mais combien sont ces enfants, justement, qui sont à la quête d'identité, qui arrivent à un certain âge où ils vont avoir 20 ans, 30 ans. Déjà, même les orphelins. Déjà, même quand tu es orphelin, la plupart certains, quand on voit dans des reportages, tu enquêtes d'identité. Tu vas forcément commencer à harceler ta mère pour savoir qui est ton père. Maintenant, effectivement, la mère peut décider de dire oui, c'est un tueur en série, comme tu dis, c'est pour ça que je t'ai protégée de lui. D'ailleurs, lui-même ne sait pas. Mais forcément qu'à un moment donné, l'enfant doit savoir. Et je me dis que même si le père, c'est un tueur en série, ça reste le père de l'enfant. Ma chère, quand tu faisais là, tu pouvais savoir que c'était un tueur. Géniteur, ça ne veut pas forcément dire père. En fait, je pense qu'on peut... Mais je pense qu'on peut le dire à l'enfant. Pour moi, il y a un âge où un enfant est capable de comprendre. Et à ce moment-là, il faut expliquer à l'enfant clairement pourquoi est-ce que il n'y a pas un père qui est dans ta vie. On est d'accord. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, l'enfant va avoir un beau père, ce ne sera pas son père, son père biologique, mais qui va prendre soin de lui. Mais il faut pouvoir dire à l'enfant, il faut pouvoir expliquer à l'enfant. On a cette tendance-là à surprotéger les enfants, à penser qu'ils sont idiots et qu'ils ne comprendront pas. Il va forcément comprendre. Lui dire, voilà, ton père dans ta vie, ça aurait pu être ci, ça aurait pu être ça, il est dangereux, il est ceci, il est cela. Après, si l'enfant a envie de rencontrer son père pour se faire sa propre opinion, il a le droit. Mais en ce moment-là, il aura toutes les armes pour se défendre au cas où. Et je pense je suis d'accord. Une fois qu'il sera assez mature. Exactement. Bon, les filles, on n'a plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'était intéressant cette question finalement. Écoutez, comme d'habitude, on vous invite vous aussi à réagir donc à la question sans tabou. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur cette question à travers les réseaux sociaux de la nouvelle chaîne ivoirienne, c'est-à-dire la page Facebook et la page Instagram. On vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve demain pour une toute nouvelle édition. À demain.